Le MotoGP, c'était mieux avant. Une phrase que l'on entend souvent ces dernières années pour diverses raisons et un sujet qui est de plus en plus traité. Pourquoi dit-on cela? Qui le dit? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo au cours d'une analyse en plusieurs points. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et pour effectuer cette analyse, je suis allée me renseigner auprès de plusieurs journalistes MotoGP, auprès de personnes qui sont dans le monde de la moto. J'ai comparé plusieurs articles de différents pays, d'ailleurs c'est quelque chose que je fais pour toutes mes vidéos notamment, et j'ai retenu quelques citations. Mais la première chose a été de vous demander, avec un sondage sur Twitter d'une durée de 3 jours, le MotoGP est-il moins spectaculaire qu'avant? A-t-il perdu de son charme? Et sur les 426 votes, pour 33,6%, la réponse était oui, et pour le reste, soit 66,4%, c'était non. Pour être honnête, je m'attendais à un peu plus de oui. Mais attention, ce sondage est anonyme, ne donnant aucune information sur les personnes ayant voté. Et ça a son importance, puisque par exemple, on ne connaît pas leur âge. Et il y a une autre question à côté, puisque quand on dit avant, c'est quand avant? C'est quoi? C'est compliqué de trouver une date précise, puisqu'on peut dire avant la blessure de Marc Marquez, avant l'instauration de l'électronique unique en MotoGP en 2016, avant les MotoGP, avant donc les 4 temps, ou encore, c'était mieux pendant les années 80. Et il y aurait sans doute plein d'autres dates clés qu'on pourrait ajouter. Si nous connaissons l'âge des personnes qui ont voté, nous allons pouvoir peut-être un peu plus comprendre leur réponse. Pourquoi je vous dis cela? Quand je suis allée parler avec Michel Turcot de ce sujet, qui est journaliste sur le MotoGP depuis 1991, sa réponse était celle-ci. Si on considère que le MotoGP, est-ce que le MotoGP c'est les Grands Prix ou est-ce que c'est la création du MotoGP en 2002 parce qu'auquel cas on peut penser qu'à l'époque des 500 en termes de course c'était plus spectaculaire parce que les machines étaient plus difficiles à contrôler et que voilà, seuls quelques pilotes arrivaient à le faire et donc voilà, pour moi c'était plus spectaculaire de voir Schwantz, Rainer, Lawson maîtriser leurs 500 que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Une personne qui regarde les courses depuis les années 80, on le rappelle, souvent considéré comme l'âge d'or des Grands Prix moto, aura souvent tendance à dire cela. Attention, je ne dis pas que les paroles de Michel Turcot sont une généralité, mais c'est un constat que je me suis faite personnellement au fur et à mesure que j'échange avec des personnes ayant vécu ces Grands Prix dans les années 80. Et si vous avez bien écouté son message vocal, il explique que pour lui c'était plus fou de les voir piloter une 500 que les motos d'aujourd'hui. Pourquoi dire cela? D'une part, ce sont deux machines bien distinctes. Les 500 étaient des motos sans assistance électronique, sans aileron, sans une aérodynamique très poussée comme elle l'est aujourd'hui. Et c'est surtout que le rapport poids-puissance était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Dompter ces machines, c'était juste exceptionnel. Il fallait gérer les gaz à la perfection, faire partir la moto en glisse dans chaque virage afin de passer le maximum de puissance au sol pour réaccélérer au max sans pour autant faire des wheelings. C'était tout le jeu là-dedans. Et à cette époque, une grosse problématique, c'est qu'il y avait beaucoup d'high-side. Bref, c'était toute une technique de pilotage que peu de personnes pouvaient se vanter de maîtriser et c'est ce qui faisait le spectacle. Mais à cette époque, le nombre de blessés et de décès était bien plus important aussi qu'aujourd'hui. Au fil des années, les technologies ont évolué pour réussir à dompter ces monstres de puissance qui ont brisé des carrières et parfois tué des pilotes. Et il y a plein d'exemples de champions du monde dans ce cas-là, avec Mick Doohan en 1992 à Assen qui s'était blessé et en 99 en Espagne qui a là mis un terme à sa carrière. Il y a aussi Wayne Rainey qui aujourd'hui est paralysé de ses membres inférieurs à la suite de son accident à Misano en 1993. Et on peut aussi parler de Kevin Schwantz qui s'est blessé à de multiples reprises après beaucoup de chutes et qui a mis un terme aussi à sa carrière après toutes ces blessures. Il y a plein de cas comme eux, mais aussi des dizaines et des dizaines de pilotes qui ont laissé leur vie sur les circuits depuis le début du championnat en 1949. Alors au fur et à mesure, il y a eu une évolution de ce côté-là, les circuits sont devenus fermés, aménagés pour accueillir les courses, il y a eu une énorme évolution de fait au niveau des équipements pour véritablement protéger ces pilotes et il y a aussi eu l'apparition
de l'électronique et de l'aérodynamique, qui sont venus sécuriser les motos. Mais attention, je ne dis pas qu'elles servent uniquement à ça. Bien au contraire, il y a aussi une recherche de performance là-dedans. Un constat simple, de nos jours, voir des high-side, c'est entre guillemets devenu rare si on ne prend pas le cas de Marc Marquez sur la Honda. Mais on n'en voit presque plus. Et heureusement d'ailleurs. En ce sens, le développement des machines a été réellement bénéfique et Giacomo Agostini le disait aussi en interview à motorsport.com. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est que nous avions cette même tension, mais avec en plus l'idée de la mort. Néanmoins, la légende dit aussi qu'il n'aime pas les MotoGP dans un média italien à GP1. En cause, l'aérodynamique et l'électronique contribuant à moins de spectacles. Une pensée un petit peu générale et quoi qu'on en dise, ces deux facteurs ont pris beaucoup plus d'importance, plus que le pilote. Aujourd'hui, la moto ferait un peu tout toute seule. Et c'est un octuple champion du monde qui le dit, pas n'importe qui, Marc Marquez, et ça dans différents médias. Si je te ressors l'interview que j'ai fait de Marquez au Japon, il va te dire que le seul moment où un pilote est vraiment, intervient vraiment sur la moto, c'est au freinage. Maintenant, il te dit qu'à l'accélération, la moto fait tout toute seule, tout est géré électroniquement et il n'y a plus rien à faire en termes de pilotage à proprement parler. Donc, je pense que le pilotage reste quand même une subtilité, bien évidemment, surtout au freinage, mais ça reste différent. En tout cas, selon ce que Marquez dit, c'est différent de à l'époque où tu avais tout qui se jouait à la poignée de gaz, tu vois. Mais attention, piloter la Ducati de Bagnaia, la Yamaha de Quartararo, la KTM de Binder ou encore la Honda de Mir n'est pas donné à tout le monde. Nous ne venons pas dire ici que c'est simple de piloter une MotoGP. Au début du MotoGP, il y avait aussi moins d'électronique, donc les motos glissaient davantage. C'était peut-être pas plus facile, plus difficile à contrôler que les motos d'aujourd'hui parce qu'elles sont compliquées à piloter du fait qu'il y a énormément de choses actionnées à leur guidon. Le pilote a moins de place, ça, ils sont tous d'accord pour le dire. Les pilotes faisaient plus de différence avant. Aujourd'hui, c'est celui qui est capable d'exécuter au mieux ce qu'on lui demande de faire, un petit peu comme en F1 d'ailleurs. Voilà. Ces technologies donnent lieu à des courses en file indienne où dépasser est devenu une action compliquée à effectuer et ça préoccupe les pilotes les premiers. En effet, quand ils se retrouvent dans le sillage d'un autre, donc derrière, ils vont être en manque de force d'appui, en manque d'adhérence pour pouvoir aller le rattraper pour le dépasser. Mais ça ne préoccupe pas seulement les pilotes, ça vous préoccupe aussi vous. Dans les résultats du sondage, certains m'ont aussi donné leur avis, comme ce commentaire de Daft Duck. Pour lui, c'est moins spectaculaire car trop d'électronique et d'assistance. Ou encore ce commentaire, les freinages le sont mais les dépassements ne sont pas assez nombreux. Pour plus spectaculaire, il faudrait faciliter les dépassements, mais ça nécessiterait d'orienter le développement dans ce sens. Et pour un autre pilote emblématique, Andrea Dovizioso, le championnat va dans la mauvaise direction. Le MotoGP a énormément changé ces dernières années et est devenu beaucoup plus axé sur l'ingénierie. Les motos se pilotent différemment, il y a tellement plus d'aspects différents qui aident le pilote dans le pilotage parce que plus d'ingénieurs ont pris en main le projet, ils travaillent sur cet aspect, ça fonctionne et que ça plaise ou non, le MotoGP est comme ça aujourd'hui. Alors, le MotoGP serait-il devenu comme la F1 ? Aujourd'hui, oui, il emprunte le même chemin et ça, c'est un fait. De plus, la Dorna contourne quelque peu le sujet quand il est abordé. Par exemple, Matt Oxley, qui a réalisé un article dessus, plus orienté sur la partie technique dont on est en train de parler, a fait le constat, après plusieurs échanges avec différents membres de la Dorna, donc organisatrice du championnat, que pour eux, les courses étaient tout aussi spectaculaires, tout aussi merveilleuses et qu'il n'y avait pas de problème. Et ça colle bien et va dans le même sens que les propos de Carmelo Ezpeleta, à savoir « nous ne modifierons pas les motos pour augmenter le nombre de dépassements ». On comprend donc que c'est un point qui ne changera pas demain. Alors la seule solution, c'est d'attendre 2027 avec le nouveau règlement technique qui devrait limiter quelques points à ce sujet-là. Et forcément, Ducati, qui a apporté bon nombre de ces innovations et qui est toujours devant, ne comprend pas vraiment pourquoi il faudrait interdire toutes ces technologies. Mais que le veuille ou non Gigi Dall'Igna et ses compères, il le faut, au vu du constat que nous sommes en train de faire depuis le début de cette vidéo. À moins que nous soyons déjà arrivés à un point de non-retour. Néanmoins, dans tout ça, il peut y avoir un gagnant. Le World Superbike, pour qui, certes, des évolutions du MotoGP arrivent, mais où le spectacle serait plus intéressant, les courses plus attrayantes. J'ai demandé à Yann Marian, qui travaille pour la communication du GMT 94, de nous donner son avis, lui qui regarde aussi le MotoGP depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous devez sûrement connaître avec la page Moto et GP Addict.
Effectivement, je trouve qu'il y a moins de bagarres en MotoGP qu'avant, même si je trouve l'évolution technologique en Grand Prix passionnante, elle contraint les pilotes à gérer leurs courses différemment. Avec les progressions constantes sur l'aérodynamique, les pilotes doivent, dans les duels, composer avec des turbulences qui viennent troubler le comportement des machines, sans oublier la nouvelle règle sur la pression des pneus qui n'incite pas les pilotes à rester proches derrière leurs adversaires durant la course. Oui, le World Superbike se prête plus au spectacle en piste, mais je pense qu'à l'avenir, nous pourrions avoir les mêmes problématiques avec les Superbikes qui bénéficient tôt ou tard des évolutions en MotoGP. Mais justement, le WSBK prend le chemin inverse du MotoGP. On écoute Thomas Morcellino à ce sujet. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, en fait, le Superbike, c'était vraiment, on va dire, des petites MotoGP. C'est un peu le cas encore aujourd'hui. Tu prends la Desmo Sedici de Bagnaia est très similaire en termes de technologie moteur, électronique ou autre, de la Panigale V4 de Bautista par exemple. Aussi la M1 qui ressemble énormément en termes de technologie moteur à la R1. Si tu prends le bruit de la R1 et tu prends le bruit de la M1, c'est exactement le même. C'est la technologie crossplane, donc c'est des moteurs très similaires. Et justement, je pense que la volonté du Superbike sur les prochaines années, c'est de revenir sur des motos un peu plus stock, plus version d'origine, avec cette volonté justement de pouvoir accéder au Superbike à des moindres coûts et que ce ne soit pas des petits prototypes. Pour ces actions en piste, les courses sont plus intéressantes, plus attrayantes que le MotoGP donc. Mais deviendra-t-il plus populaire que la catégorie reine ? Ça, c'est une autre analyse à avoir dans une autre vidéo. Si l'on critique le MotoGP pour les points négatifs que les prototypes ont apportés, il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est quand même un aspect positif, mais qui a aussi ses aspects négatifs. Il y a toujours un problème. Ce sont que les écarts se sont resserrés entre les pilotes. Si on compare les résultats d'Assen, circuit emblématique du championnat, sur 3 années, 3 courses, on peut voir qu'en 1989, l'écart entre le premier et le deuxième était de 6,9 secondes. Et entre le premier et le 11e, il y avait 124 secondes et 9 dixièmes, et les pilotes qui ont suivi s'étaient fait reprendre un tour. En 2023, l'écart entre le premier et le deuxième était de 1 seconde 2, et avec le dixième, cet écart était de 33 secondes. Et regardez le top 5, si on compare à celui de 2013, où Marquez arrive avec plus d'1 seconde d'écart sur Rossi, puis Crutchlow 4 secondes, Pedrosa 7 secondes, Lorenzo 15 secondes, et ensuite le 6e est à 27 secondes. Alors qu'en 2023, ils sont presque tous dans la même seconde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, laissant croire à plus de combativité en course. À nuancer avec ce qu'on voit réellement. Donc avant, on disait qu'il y avait toujours plus de spectacles dans les années 80, 90, 2000, avec en fait des écarts énormes. Et quand on regardait un Douane partir loin et écraser la concurrence, on va être honnête, c'était ennuyant. Donc le spectacle était dans le pilotage, comme nous avons pu le dire plus tôt. Aujourd'hui, c'est dans l'incertitude du vainqueur. Et oui, tout le monde peut faire podium, peut presque prétendre à la victoire. C'est donc une autre forme de spectacle qui prend place. Alors, on n'en est pas au point du Moto 3, bien évidemment. Mais si on regarde quelques stats encore, en 2023, c'était 8 vainqueurs différents. En 2022, 7. En 2021, de nouveau 8 vainqueurs. Tandis qu'en 2013, c'était 4 vainqueurs différents. En 1987, 3 vainqueurs différents. Et en 1983, 2. Les MotoGP seraient plus simples à piloter que les 500 cm3. Les écarts entre les teams d'usine et les teams satellites se sont considérablement réduits, créant une forme d'égalité des chances entre les pilotes. Le niveau s'est énormément resserré, permettant à des rookies d'être aux avant-postes plus tôt, de les voir gagner des courses dès leur première année, ce qui était assez fou à l'époque, comme Max Biaggi qui termine 2e de sa première saison en catégorie reine en 1998. À cette époque, c'était juste complètement dingue. Mais tout ça, ça amène à un autre point de notre analyse, à cet effet négatif. Nous n'avons plus de héros. Aujourd'hui, il n'y a plus de figures comme un Valentino Rossi pendant des années, accompagné des autres 4 fantastiques, donc Pedrosa, Lorenzo, Stoner, puis après Marquez. Ces pilotes étaient des figures du championnat. Cela faisait le charme du MotoGP, son histoire, une ou des rivalités. Et c'est une notion qui vous manque aujourd'hui. Par exemple, on peut lire sous le sondage l'impression que tout le monde est copain avec tout le monde, c'est positif, certes, mais en piste, il n'y a pas de grande rivalité maintenant. Plutôt oui que non, les courses ne sont pas moins spectaculaires, mais les pilotes ne dégagent rien, on dirait qu'ils sont tous potes et que les seules rivalités qu'ils subissent
sont minimes. C'est surtout ça qui donne cette impression d'absence de charme, je pense. À Giacomo Agostini de rajouter, on aime avoir plusieurs vainqueurs, mais on veut que les héros fassent des choses dont les autres ne sont pas capables. En effet, chaque période a eu ses pilotes forts. On a parlé des années 2000-2010, mais en 70, c'était donc Giacomo Agostini. Dans les années 80, c'était les Américains, avec Lawson, Spencer, Renee. Dans les années 90, c'était Douane. Et dans la deuxième partie des années 2010, c'était Marc Marquez. Et aujourd'hui, il y a plein de pilotes forts, mais avec tout ce qu'on peut lire, aucun qui sort du lot. Aucun auquel s'identifier. Attention, ça n'enlève rien d'une part à leur travail, à leur talent et à tout ce qu'ils font pour en être là aujourd'hui. Ce sont de véritables athlètes formés à la course, à la gagne. Si Bagnaia a remporté 2 titres de suite, beaucoup l'apparentent comme le gendre idéal et rien de plus. Personnellement, je trouve cette analyse un peu dure parce que pour moi, il est en train de prendre de plus en plus de place dans le paddock MotoGP. Mais pas à la hauteur de Rossi. Est-ce qu'on pourra faire mieux que son mentor ? Nul doute que son départ a mis un gros coup dur au MotoGP, lui qui a façonné l'image du championnat. Mais peut-être qu'un Marquez sur la Ducati ou l'arrivée d'Acosta en MotoGP qui lui a compris comment faire le show, nous en avons parlé dans une vidéo, redonneront un héros au championnat, ou serait-ce seulement de belles histoires et rien de plus. Voici ce qui manque au MotoGP. Une histoire forte, une rivalité forte qu'on a cru retrouver avec Bagnaia et Quartararo en 2021 puis 2022, puis aussi Bagnaia et Bastianini, ou encore Bagnaia et Martin qui nous ont offert quand même du spectacle et de l'attention, quoi qu'on en dise, c'était au rendez-vous, mais ça seulement pendant quelques mois à chaque fois. Serions-nous dans une période creuse du MotoGP ? Potentiellement, et on le sait, ça marche par cycle. 2024 pourra alors peut-être changer la donne sur ce point. En conclusion, dire que le MotoGP c'était mieux avant, c'est faux. Du moins, ce n'est pas le bon terme, c'est différent. Sans uniquement dire qu'il s'agit de la sensibilité et du rapport de chacun, ce qui est juste, il s'agit d'époques incomparables, de cycles dans les sports mécaniques, pour toutes les raisons que nous venons de dire, donc pour l'évolution technique, pour la différence entre les pilotes il y a 20-30 ans à aujourd'hui. Néanmoins, cette notion d'héros semble être juste dans la perte du spectacle et du charme du MotoGP. Il y a aussi un enjeu financier, c'est devenu une entreprise énorme le MotoGP. Et dans tous nos échanges avec Thomas Morcellino, il a posé la question d'un autre angle. Sinon, la question, ce serait de savoir est-ce que le titre de Bagnaia cette année, enfin l'année dernière, est aussi valable que celui d'Agostini dans les années 70, 60-70. C'est compliqué à dire, tu vois. Il n'y a pas de comparaison. Est-ce qu'un pilote aujourd'hui peut être 15 fois champion du monde comme l'a été Ago par le passé ? Est-ce que ça a autant de valeur ? Est-ce que, enfin, tu vois, c'était différent. Tu avais une moto qui était vraiment au-dessus du lot, mais il fallait aussi éviter la mort à chaque tournant. Donc, Et là, on comprend directement, ou du moins plus rapidement, que ce n'est pas comparable, que ce sont 2 époques incomparables. En fait, il fallait juste commencer l'introduction comme ça, et vous aurez gagné du temps aussi. Bon bref, c'est incomparable, vous l'aurez compris. Mais dire que c'était mieux avant, ça reste quelque chose d'humain et ça existera toujours. Peut-être faut-il aussi apprendre à vivre avec son temps, apprécier les choses dont on dispose aujourd'hui pour les faire évoluer dans la bonne direction dans le futur. C'est la fin de cette vidéo et avant de terminer, je tiens vraiment à remercier Michel Turcot et Yann Mariand pour m'avoir donné leur avis et aussi merci à Thomas Morcellino qui, en plus de son avis, m'a donné des faits, des statistiques sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour réaliser cette analyse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette question en commentaire et aussi si ta vision a un peu changé à la suite de cette vidéo et de tout ce dont on a pu parler. Si c'est le cas, je t'invite aussi à la liker et à la repartager, tout comme à t'abonner. Je vous le dis à chaque fois, à tous mes autres réseaux sociaux et bien sûr YouTube. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Salut!